Madame, Monsieur, merci infiniment d'être avec nous. Jacques Chirac, président de la République française, candidat à l'élection présidentielle, est avec moi sur ce plateau. Monsieur le Président, merci infiniment. Tout d'abord, la question s'impose. On a l'impression d'une véritable tragédie au Proche-Orient, une résolution de l'ONU qui pour l'instant n'est pas appliquée, qui demande aux Israéliens de se retirer de Ramallah. On en craint même pour la sécurité de Yasser Arafat. Qu'est-ce que cette situation vous inspire? D'abord, merci pour votre accueil. Sur le Moyen-Orient, je suis atterré par l'enchaînement des événements et les risques considérables que cela représente pour toute la région et pour tous ses habitants. Israël n'obtiendra pas la sécurité par la force, et les Palestiniens n'obtiendront pas la reconnaissance de leurs droits par la terreur. C'est ça la réalité des choses. Alors vous l'avez évoqué, le Conseil de sécurité, grâce notamment à l'action des États-Unis, a pris une résolution équilibrée, de sagesse. Je crois qu'il est maintenant urgent de mettre en œuvre cette résolution. Ça veut dire que les Israéliens ont droit à la sécurité, les Palestiniens ont droit à un État? Bien entendu, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, mais les modalités de l'action, la terreur d'un côté, inadmissible, et la force de l'autre, excessive, fait que la voie n'est pas ouverte à la seule solution, c'est-à-dire la solution politique. Vous avez, j'allais presque dire, des assurances que la vie de Yasser Arafat n'est pas en danger? C'est en tous les cas ce que dit le président américain. Et vous pensez que c'est tout à fait certain, sincère? Je veux l'espérer. Je pense que Yasser Arafat est le président de l'autorité palestinienne, qu'il est le seul interlocuteur possible, aujourd'hui encore, pour Israël, et que toute mise en cause, je dirais, physique de ses capacités à négocier est une grave erreur. S'il y avait une attaque américaine contre l'Irak, que ferait la France? Nous ne sommes pas dans cette hypothèse actuellement. Monsieur le Président, il y a eu des actes d'antisémitisme. Une synagogue à Lyon a été attaquée, des personnes juives ont été prises à partie. Il y a un climat qui se développe en France. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Et j'avais encore ce matin le grand rabbin de Lyon, que je n'avais pas pu joindre hier à cause du Shabbat, et qui m'a exprimé à la fois son indignation, que je partage sans réserve, bien entendu, mais aussi son inquiétude en raison des tensions que l'on voit naître ici ou là. Ce n'est pas un sentiment naturellement partagé par les Français, l'antisémitisme, certainement pas. Mais en revanche, il y a des tensions ici ou là qui sont très dangereuses, qui doivent être prises très au sérieux et qui exigent à la fois une prévention et aussi une répression sans réserve lorsque l'on a pu prendre les auteurs de ces attentats inqualifiables, qu'il s'agisse des lieux de culte, qu'il s'agisse des personnes juives, qu'il s'agisse de ce qu'elles représentent. C'est inadmissible. Il y a eu évidemment des plaies dans l'histoire, notamment dans votre septennat. Vous avez à un moment reconnu la responsabilité de la France dans l'action de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça vous est d'ailleurs reproché par Jean-Pierre Chevènement, qui dit que c'est une grave erreur d'avoir fait cet acte de repentance, d'avoir assimilé la France à Vichy. Vous pensez que des décisions comme celle-là sont nécessaires? Ce n'est jamais une erreur que de reconnaître l'histoire. Jamais. Dans l'histoire d'un grand pays comme la France, il y a des moments sublimes et des moments noirs. Il faut savoir reconnaître les uns et s'inspirer des autres. C'est ce que j'ai fait et je crois que c'était légitime. Il y a évidemment une question qui concerne la sécurité. Alors la sécurité intérieure, on a vu le drame de Nanterre, voir les obsèques dans quelques jours de ces conseillers municipaux, puis la sécurité extérieure le 11 septembre, les menaces terroristes. Vous avez l'impression qu'on vit dans un monde où la peur règne? En tous les cas, où la peur se développe dans beaucoup d'endroits. Et c'est vrai dans le monde, c'est vrai en France. Il est donc temps de réagir sur le plan de la sécurité, de l'ordre public, si vous voulez,
c'est avant tout un problème d'autorité de l'État. Sur le plan extérieur, la France doit se doter des moyens nécessaires pour défendre ses compatriotes, le cas échéant, pour défendre ses intérêts, notamment économiques et culturels, pour défendre ses valeurs. Et de ce point de vue, je crois que, notamment en matière d'équipement de nos forces armées, il y a un effort à faire et qui devra être fait. En matière d'aide au développement, on dit beaucoup que la pauvreté, vous avez dans un discours à l'UNESCO dénoncé des pays de plus en plus pauvres et d'autres de plus en plus riches. Il y a un effort à faire parce que c'est aussi le terreau du terrorisme. Vous avez l'impression que l'aide au développement est insuffisante, on n'atteint pas les 0,7% du PNB en France? Je ne crois pas qu'il faille lier la pauvreté et le terrorisme. Ce sont deux phénomènes tout à fait différents, comme nous l'ont encore prouvé les événements du 11 septembre. En revanche, il est certain que la mondialisation inévitable de l'économie exige une mondialisation de la solidarité. Et qu'à ce titre, on ne peut pas laisser dériver des pays pauvres face à des pays qui s'enrichissent. Donc il y a une mondialisation qui exige une régulation de cette globalisation qui caractérise notre monde actuel. Il y a 2 millions de Français de l'étranger qui vivent un peu partout dans le monde. Ils ont parfois le sentiment de se sentir pas totalement inclus dans cette communauté nationale. Ils ont l'impression qu'il faudrait faire des efforts en leur faveur. C'est pas une impression, c'est une réalité. Les Français de l'étranger sont, je dirais, le principe actif de notre pays dans beaucoup de nations du monde, auprès de très nombreux peuples. Et ils sont dynamiques, ils donnent une bonne image de la France et ils ont entre leurs mains une part importante de nos intérêts. Il faut donc les saluer, les reconnaître et être en permanence à leur écoute. Écoute des messages qu'ils peuvent nous envoyer, écoute aussi des problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors ces problèmes, c'est d'abord la sécurité, au sens des crises qui peuvent éclater dans un certain nombre de pays, où l'attitude en général des Français est admirable, mais où ils doivent être protégés par la France, garantis. Ça, c'est un premier problème. Il y a aussi le problème, je dirais, de la sécurité sociale. Le système de soins, le système de retraite comporte encore bien des faiblesses et doit être corrigé. Il y a les problèmes liés à l'éducation, qui est une autre forme de sécurité. Il ne faut pas que l'expatriation ait pour conséquence un handicap social pour les enfants des expatriés. Et nous avons un superbe réseau d'écoles, ça c'est certain, et de lycées. Et je tiens à rendre hommage à tous ces maîtres qui se dévouent dans ce système. Mais il faut encore l'améliorer et le renforcer, notamment au niveau du recrutement de jeunes enseignants volontaires, au niveau des équipements, notamment dans les nouvelles technologies, au niveau également des bourses qui ne sont pas toujours exactement adaptées à la situation de beaucoup d'expatriés. Voilà quelques-unes des préoccupations dont nous devons tenir compte si nous voulons continuer à bénéficier de Français de l'étranger dont nous sommes fiers. Et ils font partie d'un ensemble, hein, d'un ensemble qui est la nation, dont on doute parfois en France. On parle de la cohésion nationale. On voit en Corse une conférence de presse clandestine qui demande aux futurs candidats un certain nombre de choses. Il y a eu la Marseillaise sifflée au Stade de France. Il y a les dom-toms qui s'interrogent sur leur avenir institutionnel. Vont-ils ou non rester dans l'ensemble français? On a l'impression qu'il y a un doute général sur cette cohésion nationale. Je ne doute pas, moi, de la cohésion nationale. Mais en revanche, elle exige, pour être forte et indiscutée, une certaine autorité de l'État. Il y a des choses que l'État ne peut pas laisser faire. Il y a des dérives qui doivent être sanctionnées. Je pense notamment à tout ce qui touche la sécurité, dans la mesure où cela touche au pacte républicain. L'égalité, la liberté des uns et des autres, ce sont toujours naturellement les plus défavorisés, ou en général les plus défavorisés, qui sont les premières victimes. Donc l'égalité et la liberté, sans parler bien sûr de la fraternité, sont en cause. C'est-à-dire que le cœur du pacte républicain est en cause quand l'État n'est pas en mesure d'assurer, je dirais, la sérénité publique, le respect par chaque Français de chacun des autres Français.
C'est une question de valeur. On a la présence de l'extrême droite dans cette élection, par exemple. Vous avez l'impression que la droite et la gauche, sur ce plan-là, il y a une certaine unité au niveau de la défense des valeurs? En tous les cas, moi, j'affirme clairement un certain nombre de valeurs qui, pour certaines, sont des valeurs universelles, et même pour les plus importantes, sont des valeurs universelles. Et je souhaite que l'ensemble des Français s'y rallient, naturellement, et les respectent. Pour cela, il faut qu'elles leur soient clairement présentées, qu'on prenne les mesures nécessaires pour qu'elles soient respectées. Et la francophonie est une de ces valeurs. La francophonie est une de ces valeurs, et je rends hommage à l'Organisation internationale de la francophonie, à son secrétaire général, M. Boutros-Ghali, qui fait beaucoup pour donner à ce grand mouvement international la force qu'il doit avoir pour la diversité culturelle. Vous avez l'impression, Monsieur le Président, que la France a parlé vraiment d'une seule voix pendant cette période de cohabitation, qu'il n'y a, j'allais presque dire, pas de différence notable entre la droite et la gauche sur la politique étrangère de la France? Qu'il y ait des différences, je l'ignore. Que la France ait parlé d'une seule voix, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Et c'était normal, d'abord par respect pour les Français et en raison de l'image que la France doit donner à l'étranger, mais aussi parce que je vous rappelle que le président de la République est essentiellement en charge de la voix de la France. Il y a évidemment cette élection. Quelle majorité ensuite pour une France forte? J'imagine que c'est ce que vous souhaitez. À gauche, Lionel Jospin à la question du nucléaire. Robert Hue pose sa question de sa participation au gouvernement, si c'est un gouvernement de centre-gauche. Les écologistes sont opposés au nucléaire. Vous avez une majorité certaine? Oui, je l'ai déjà évoqué. Après des difficultés, l'actuelle opposition a forgé son union, et elle en a témoigné clairement à Toulouse. Union politique entre ses différentes composantes, et surtout union sur un projet, sur un programme. Ce qui veut dire que si les Français décident de mettre fin à l'expérience de cohabitation, décident d'avoir un président, que je souhaite être le candidat que je suis, et qui s'engagera à ce moment-là pour avoir une majorité cohérente, alors l'actuelle opposition deviendra une majorité capable de soutenir un projet qu'elle a précisé et auquel elle souscrit. Si en revanche nous avons l'élection du candidat du Parti socialiste, de M. Jospin, évidemment, il peut dire beaucoup de choses, s'engager, mais il n'a aucune majorité pour conduire une politique, ce qui est une grave faiblesse. Monsieur le Président, il y a une campagne. Vous avez l'habitude des campagnes électorales. Néanmoins, c'est une campagne un peu dure. Vous avez été attaqué sur votre personne à plusieurs reprises. Vous prenez des coups. On a parfois envie de vous dire qu'est-ce qui vous pousse à ce combat? Est-ce que vous réussissez à vous préserver d'une certaine façon? Il y a quelque chose d'enthousiasmant dans une campagne de cette nature pour un candidat. D'abord, c'est le sentiment de participer au destin de la France, de montrer la voie aux Français. Et ensuite, c'est un lien beaucoup plus fort, un lien intense, un moment d'harmonie entre le candidat et les Français, c'est-à-dire la possibilité, l'occasion de se regarder dans les yeux, de se voir, de se comprendre. Vous êtes un candidat heureux, en résumé, malgré tout. Oui, ouais. Je suis un candidat heureux. Ouais. Pour ce contact que vous avez avec les gens? Oui, j'aime avoir le contact avec les gens, j'aime écouter les gens. Il y a souvent beaucoup plus, vous savez, à apprendre dans un regard, dans un mot, dans une poignée de main, que dans un gros dossier. Vous gardez votre jardin secret? Vous êtes assez secret sur votre vie personnelle? Je dois avoir un minimum, pas excessif. Ouais. Et c'est quoi ce jardin secret? Ce sont mes propres goûts pour notamment tout ce qui touche au dialogue des cultures. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'avoir été donc sur le plateau de TV5 l'invité, donc quelques jours du début de cette campagne officielle, en tous les cas, qui va nous emmener jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle française. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous.